Bon bah bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien, oui? Enfin remarque oui, vous n'êtes pas très loin en même temps. Alors donc je vais vous présenter la démarche d'énergie partagée, donc qui est une démarche comme je l'ai écrit qui permet d'impliquer les citoyens dans la transition énergétique. Et donc je vais vous expliquer pendant les 10 premières minutes le pourquoi du comment ça se passe. Et puis après on regardera si on peut et si vous voyez bien, enfin si, voilà, si ça se passe bien, en petit film qui reprendra à peu près ce que je vous ai dit sur un parc, le parc de Bégane, qui est un peu l'illustration de ce que je vous aurais dit. Voilà. Donc je commence généralement, mais bon là en même temps je pense que vous êtes des convaincus par l'urgence climatique, parce que bon ça commence quand même souvent par là, et le fait que les gaz à effet de serre n'ont jamais été aussi élevés. Alors là je sais pas si vous verrez bien, si vous voyez bien cette courbe là qui monte. Voilà, c'est la concentration de gaz à effet de serre, enfin de CO2, donc en janvier 79, qui était 336 parts par million. Donc c'est un niveau qui était déjà assez élevé quand même, mais qui n'a fait depuis que monter, et monter à une vitesse qui s'accélère avec le temps. Cette concentration de gaz à effet de serre, enfin de CO2, c'est ce qui fait que le changement climatique s'accroît, hein, et s'accélère. On voit on atteint bientôt les 400, d'ailleurs on les a atteints en 2013, ce qui est considéré comme étant un cap au-delà duquel ça va être très difficile de rester en dessous des 2 degrés. Et on voit que ce record de 400, eh ben, c'est historique, ça n'a jamais été atteint depuis 2000 ans, et puis depuis, il a 10 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans, 40 000 ans. Bon bah bref, depuis, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien les courbes, mais elles sont ici là. Voilà, on est à 800 000 ans et on n'a jamais vu ça. Nous, on est là. Voilà. Donc c'est bien pour insister quand même en guise d'introduction sur la nécessité de revoir peut-être quelque chose dans la manière dont on se comporte. Évidemment, une des grosses parts de ce changement climatique, c'est l'énergie. Et donc c'est ce qui nous rassemble ici aujourd'hui. Puisque ces énergies émettent de façon massive des gaz à effet de serre, notamment les énergies fossiles, qui sont cherchées maintenant toujours plus profond, toujours plus loin, toujours plus de manière difficile. Du coup, il va falloir quand même qu'on se pose des questions par rapport à la manière dont on va chercher l'énergie, à la manière dont on consomme l'énergie, à la manière dont on la produit, et voilà, la manière dont on a besoin. Donc il y a un principe qui a été édicté par l'association Negawatt en France, qui est le principe de ce triptyque. Pour essayer de ne pas rentrer dans le mur, il va falloir qu'on fasse un effort en trois étapes. Tout d'abord, réduire nos besoins, c'est la sobriété, analyser vraiment est-ce qu'on a vraiment besoin de cette énergie. Donc réduire nos besoins. Aller sur l'efficacité, c'est-à-dire que tout doit être efficace, notamment l'habitat. Voilà, c'est un grand axe d'efficacité, la rénovation des bâtiments par exemple, mais ça peut être l'efficacité aussi des moyens de locomotion, des moyens de mobilité ou autres. Et enfin, en dernier recours, et c'est important de dire que c'est en dernier recours, une fois qu'on a tout réduit au maximum, le restant, voir si on ne peut pas le faire avec des renouvelables. Enfin, surtout le faire avec des renouvelables en fait. Donc la transition énergétique en France aujourd'hui, on n'est pas très avancé côté France. Vous voyez ici c'est le palmarès de l'énergie éolienne. Bon bah nous on est là on est juste en dessous de la Pologne. Alors non pas que c'est pas bien d'être en dessous de la Pologne, mais bon voilà, ça montre bien que quand même on fait pas grand chose sur le sujet. Au niveau, là ça c'est la comparaison des installations photovoltaïques entre l'Allemagne et la France. Donc c'est assez ridicule comparé à la France, à l'Allemagne. Et donc cette transition énergétique qui est en cours depuis quelques années en France, on va dire qu'on a nommé transition énergétique depuis quelques mois, elle est compliquée. Pourquoi? Parce que c'est très peu lisible, c'est très irrégulier comme soutien. Le gouvernement, les mesures incitatoires sont les montagnes russes, et on ne sait pas très bien se repérer. C'est un millefeuille réglementaire, donc ça va avec ce que je viens de dire. Et surtout, les acteurs ne sont pas associés, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est dirigé par une entité centralisée. Mais voilà, les collectivités n'ont pas leur mot à dire, les citoyens ne sont pas du tout interrogés sur la stratégie énergétique. Et aussi, le financement est un gros problème, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va aller chercher, trouver l'argent pour faire cette transition. Bon, même s'il est là, cet argent, on le sait tous, hein, mais bon, il n'est pas utilisé pour ça, quoi.
Voilà, bah ça c'est juste pour symboliser un petit peu la difficulté en France. La centralisation énergétique, comme disait Nicolas tout à l'heure, est considérable en France. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de gros enjeux pour les opérateurs historiques, enfin pour l'opérateur historique qui est EDF. Et du coup, aujourd'hui, on ne pose pas la question aux citoyens ni aux collectivités. C'est-à-dire que quand EDF décide de mettre une centrale quelque part, c'est à peine si elle pose la question au territoire, hein. Euh, donc comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour associer tout le monde, pour qu'il y ait plus d'implication des citoyens, parce que évidemment cette transition énergétique elle ne se fera que si les citoyens y participent et surtout que si ils en bénéficient. C'est-à-dire qu'il va falloir les impliquer aussi enfin, dans les retombées finalement de cette transition énergétique. Parce qu'en plus elles sont locales et décentralisées, ça veut dire que c'est un moyen aussi de dynamiser les territoires, dynamiser localement par tout ce que va être l'installation, la manutention des installations. Bah, ça va être un moyen aussi de créer de l'emploi sur place. Donc, et enfin, ce sont des biens communs, donc il n'y a pas de raison que les collectivités ne puissent pas s'en saisir. Il n'y a pas de raison surtout de se les faire confisquer par des opérateurs extérieurs qui viendraient on va dire, bouffer le vent sur le dos, quoi. Enfin, ou le soleil ou autre. Donc voilà, l'idée d'énergie partagée, j'en viens là, c'est de favoriser la multiplication de projets locaux d'énergie renouvelable et de maîtrise de l'énergie qui sont maîtrisés et financés par les citoyens. C'est-à-dire que pragmatiquement, ici nous sommes là on est près de Caen, dans le Calvados, c'est une école. Ici, vous voyez des panneaux solaires qui ont été installés grâce au cofinancement de tout un tas de personnes localement, notamment là ici c'est le maire. Donc lui, il a impliqué aussi sa collectivité. Donc il y a des collectivités qui se sont impliquées dans cette toiture solaire. Chacun est on va dire cofinanceur de cette installation solaire. Et du coup, va être aussi, enfin, c'est-à-dire que quand l'électricité va être vendue, ça va dégager des sous. Et les sous vont être redistribués à chacun des investisseurs. Donc ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas à fond perdu, c'est pas du don, c'est pas des gens qui se disent allez, on va faire ça à fond perdu. C'est bien des gens qui se sont dit il y a un intérêt écologique évident, mais il y a également un intérêt économique qui est là, donc pourquoi pas. Voilà, et comme je vous ai dit tout à l'heure, sur ce sujet, on n'est pas les premiers à avoir eu l'idée. Les premiers, c'est surtout les Danois et les Allemands. En Allemagne, 50% de l'électricité d'origine renouvelable provient de ce genre d'installation citoyenne, donc qui sont détenues par des agriculteurs ou des particuliers. 50%. Donc c'est même pas, enfin c'est culturel quasiment là-bas. Au Danemark, tout nouveau projet éolien doit impérativement associer les citoyens à hauteur de au moins 20% dans un rayon de 5 km. Et puis un peu partout dans le monde, il y a des mouvements pour reprendre en main, remunicipaliser l'énergie, pour que la responsabilité soit de plus en plus entre les mains des citoyens. Donc on a vu ça notamment à Hambourg, je crois qu'à Berlin c'était en cours, je ne sais plus ce que ça a donné. Mais à Hambourg, tout simplement, les citoyens ont voté le rachat du réseau électrique par la municipalité. Voilà, pour que la municipalité, à la fois ait la responsabilité, mais aussi en ait les retombées économiques. Parce qu'évidemment, il y a des choses à... Donc, nous avons, enfin, il y a de ça quelques années, des acteurs en France se sont rassemblés en se disant, bon, on a des acteurs de la transition énergétique, tels Enercop, Espul, Leclerc, que vous connaissez peut-être, qui sont on va dire, qui viennent du secteur des ONG, un peu de protection de l'environnement, mais qui sont spécialisés sur la transition énergétique et qui se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de mobiliser les citoyens, mais pour mobiliser, le nerf de la guerre, ça va être le financement. Et du coup, ils se sont alliés aux pionniers de la finance éthique en France, donc Crédit Coopératif et la NEF, et aux premiers débuts d'initiatives citoyennes qui avaient lieu en Bretagne. En Bretagne et en Belgique, là c'était Vendouillet et en Rhône-Alpes avec Solira. Et ils se sont dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un fonds d'investissement qui va permettre à tout un chacun de pouvoir pas épargner mais bien investir un peu de sous pour que ces sous aillent exclusivement à cette transition locale, à cette transition énergétique locale. Donc pour ça évidemment, puisqu'on n'allait pas non plus soutenir tous les projets qui nous demandaient, on a édicté une charte en 4 points qui définit ce que c'est qu'un projet citoyen. Première chose, il faut que ce soit un ancrage local, donc absolument sur le territoire, que le projet soit soutenu par des personnes localement et des collectivités s'il le faut.
Enfin, s'il le faut, si c'est possible même. Finalité non spéculative, on n'est pas là pour faire de l'argent, on est là pour montrer que c'est possible. On n'est pas là pour perdre de l'argent non plus, hein, j'en s'entends bien, mais on n'est pas là pour faire de l'argent. On est là surtout, si on a un peu de sous, si ça dégage un peu de sous, plutôt faire des mesures d'économie d'énergie, des mesures de sensibilisation, de pédagogie. Gouvernance, on est sur une gouvernance qui doit être démocratique et transparente, voilà, souvent sous forme de coopérative. Et enfin, une exigence d'écologie qui finalement, enfin, que je trouve va de soi, donc je ne détaille pas vraiment, mais bon, voilà, que les porteurs de projets aient ça en tête. Du coup, on a créé un mouvement qui est composé le mouvement donc, qui s'appelle Énergie Partagée, qui est composé d'une association ici et d'un fonds d'investissement. Et là, une sorte d'étanchéité quand même, parce que bon, eux, c'est sérieux, c'est de la finance. Ils vont gérer de l'entrée d'argent, ils vont aussi l'investir sur des projets. Donc ça, c'est géré par l'ANEF, si vous connaissez la banque l'ANEF, enfin ce qui va devenir la banque d'ailleurs, de plein exercice. Et l'association qui est chargée d'accompagner ces projets-là, qui sont ces fameux projets qui sont citoyens, qui sont gérés par des particuliers. Donc accompagner ces groupes pour qu'ils comprennent les étapes de réalisation du projet, et puis sensibiliser pour que de plus en plus de gens souscrivent au fonds et mettent leur argent non pas sur un livret d'épargne quelconque à la banque, mais plutôt pour la transition énergétique. Un rapide passage en revue des projets que nous avons eus aujourd'hui. Donc Énergie Partagée est né il y a 3 ans et le fonds d'investissement est né il y a... Oui, bah non, il y a 3 ans en fait, pardon. Du coup, on a pris un an, donc ça fait 4 ans et 3 ans. Voilà. Il y a 4 ans, en 2010, est née l'association et le fonds est né un an plus tard. Ça, ce sont des projets déjà réalisés en jaune, donc ce sont des projets photovoltaïques qui ont la caractéristique d'être plus rapides à monter, tout simplement. C'est pour ça qu'ils ont été montés plus rapidement. Ces deux projets-là n'ont pas été montés en 2 ans. Ça, c'est les fameux Bretons dont je parlais tout à l'heure, sur lequel vous allez voir tout à l'heure le reportage. Donc ça a mis 10 ans c'est un projet qui a mis 10 ans à voir le jour. Et là, c'est un projet qui a mis également 10 ans près de Limoges et qui tourne aujourd'hui. Et voici les projets qui nous sollicitent. Donc des projets toute énergie, solaire photovoltaïque, hydraulique, biomasse, maîtrise de l'énergie également, c'est important de le préciser, chaufferie bois. Donc voici un exemple, je ne sais pas si vous voyez bien, non vous voyez peut-être pas très bien. Voilà, là un exemple de toiture solaire donc à Caen, je vous parlais tout à l'heure. Donc il s'agissait de 500 m² de toiture. Donc c'est un montant global de 223 000 euros. Énergie Partagée a participé à hauteur de 50 000 euros. Alors ça peut sembler pas beaucoup comme ça, mais il faut comprendre que pour faire un projet, il faut surtout rassembler les fonds propres, c'est-à-dire les 30 premiers pourcents, enfin 20-30 premiers pourcents, qui vont permettre d'avoir accès aux prêts bancaires. Bon, si on peut faire sans prêt bancaire, c'est encore mieux, on est d'accord. Hein. Mais bon, sur des projets importants comme celui-ci, ou comme les projets éoliens notamment, c'est très compliqué de faire sans. Donc le tout est de rassembler les 30 premiers pourcents. Voilà. Et donc ce qui est intéressant là, typiquement, c'est que ces toits solaires ont été utilisés à des fins pédagogiques par l'école comme un axe de travail pour les enfants. C'est-à-dire que là, vous voyez, ils étaient j'étais à l'inauguration et ils nous ont montré exactement les pics de production, ils nous ont expliqué ce que c'était qu'un onduleur, etc. Ils étaient super au point sur l'énergie photovoltaïque. C'était assez... Et puis ils avaient l'air d'aimer ça, donc voilà, c'était assez sympathique comme projet. Voici un deuxième projet qui, lui, est un projet de chaufferie bois, des micro-chaufferies bois en Haute-Loire, qui ont la particularité d'être des toutes petites micro-chaufferies indépendantes qu'on met à côté de postes, enfin par exemple de maisons de retraite ou de gymnases, à côté de là où il y en a besoin. Et ils ont un tarif progressif de l'énergie. C'est-à-dire que moins vous consommez, moins vous payez. Donc c'est assez intéressant comme démarche aussi. Là, toujours la même chose. Ils ont besoin, on va dire, du petit effet de lancement au niveau financier. Donc Énergie Partagée a participé à hauteur de 200 000. Et le fameux projet dont je vous parlais tout à l'heure de Bégane en Bretagne. Donc là, vous voyez que c'est la pale. Ça, c'était il y a quelques jours. Ils sont en train de monter ces éoliennes là actuellement. Donc c'est les pales qui font 90 mètres. Donc, vous imaginez le truc. Il a fallu faire des routes, de créer des routes pour faire venir les pales. Et ça, c'est un parc assez incroyable. D'ailleurs, vous avez dans la revue de presse, j'ai vu pas mal de mentions de ce projet qui a rassemblé plus de 1000 personnes qui ont pu collecter ensemble 1,8 million au niveau de la Bretagne Sud. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez un peu l'effet...
c'est assez impressionnant de pouvoir collecter autant à un niveau aussi local. Voilà, et donc normalement ça devrait voir le jour en juin 2014, là, parce que c'est en production actuellement. Le fonds aujourd'hui a collecté 6,5 millions d'euros, en fait, c'est plus à jour, mais bon, 6,5 millions d'euros. Donc c'est assez conséquent, donc c'est sur la France, auprès d'environ 3500 souscripteurs. Donc ça fait, si on compte, à peu près 2 000 euros par personne. Donc ça nous donne un peu la capacité de chacun à tenter le coup, mais ce qui est assez important quand même, 2 000 euros. Donc voilà. Faut savoir qu'en France, comme le disait peut-être, non il ne l'a pas dit, mais c'est qu'en France c'est très réglementé pour ouvrir ce genre de possibilité de souscrire. Il faut avoir un visa de l'autorité des marchés financiers, ce qui est très très compliqué en France. Et c'est en gros le plus gros frein qu'on a, c'est de devoir respecter ça. Bon, c'est en train de changer en France. Là, il y a plusieurs lois. Loi sur l'ESS, l'économie sociale et solidaire, et loi également sur le crowdfunding, le financement participatif, qui vont peut-être assouplir ces exigences en termes de collecte. Mais pour l'instant, en tout cas, c'était assez compliqué.